Les deux pauvres gosses, pendant ce temps-là, eh ben, ils sont tellement reclus tout seuls dans leur coin que quand on va les récupérer 4 ans plus tard, eh bien, ils ne parlent plus le français. Ils ne parlent plus, ils n'ont plus personne autour d'eux, on les a privés de leurs domestiques et de leur entourage, qui ont été vendus comme esclaves ou barbaresques ou qui ont été emprisonnés. Et donc ces deux gamins, 4 ans de captivité, ils ne parlent plus le français, en quelques mots de bride. Et c'est pour ça que sur le comportement en famille de François Ier, notamment Voltaire est très très opposé à François Ier. Il trouve que c'est une tâche sur la vie de famille de cet homme d'avoir échangé sa liberté contre celle de ses fils. Et Michelet n'aimait pas du tout François Ier non plus. Lui, il en dit ça, il en dit « Ce héros de théâtre dégonflé, aplati, parut ce qu'il était, un gentilhomme poitevin de peu d'étoffe. » Ça, c'est Michelet à propos de François Ier. Et moi, je ne suis pas éloignée de partager cette opinion. D'autant que, toujours dans le domaine familial, eh bien, il a été un père terrible parce qu'un père à chouchou. Vraiment un père à chouchou. C'est-à-dire qu'il n'en a que pour son aîné, François. Il fait une sorte de transfert, donc rien n'est trop beau pour François. Et le malheureux Henri, qui ressemble moins à son papa, lui qui n'a pas cette personnalité solaire, qui est un peu taciturne, un peu renfermée, mais enfin on le saurait à moi, quand on n'a pas de mère et qu'à l'âge de 7 ans on est resté enfermé 4 ans dans une forteresse, il y a de quoi quand même être un petit peu perturbé. Et bien François, il n'en a que pour son frère aîné. Donc son frère aîné, on lui prend un parrain, c'est le pape Léon, donc il aurait dû porter le nom du pape, mais non, il va s'appeler François comme son papa. Quand le petit frère Henri aurait dû être duc de Bretagne par héritage, il revenait au second de la famille, et ben François Ier se dit non, c'est pas possible que ce soit Henri qui soit duc de Bretagne, donc il le fait adopter, son second, par le roi de Hongrie. C'est sympa, vous avez un père, et votre père vous dit, bah, écoute, tiens, tu vois, le roi de Hongrie, il va t'adopter, donc quand il mourra, tu partiras en Hongrie, et tu seras roi de Hongrie. Bon, très bien. Donc, le malheureux Henri, qui est le second, lui, on lui prend comme parrain Henri VIII, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Henri. C'est pas mal comme parrain, c'est moins chic que le pape, mais c'est pas mal. Mais il s'appelle Henri, qui n'est pas du tout un nom de roi de France à l'époque. On lui fait épouser une Italienne qui est une banquière, qui n'a aucun sang royal, qui est la future Catherine de Médicis, mais c'est pas grave, ça permettra de mettre un pied en Italie et d'avoir de l'argent. Et puis on le spolie de son duché de Bretagne et on le fait adopter par le roi de Hongrie. Et bien très bien. Manque de chance, le fils aîné meurt, il meurt après avoir joué à la paume, il est absolument exténué, il boit un verre d'eau glacée qui lui est servi par son méchanson, un certain Montecuculi, qui sera d'ailleurs exécuté dans les conditions, et torturé dans des conditions épouvantables par François Ier. Et ben ouais, ça c'est dommage, hein, ça arrive souvent dans l'histoire de France, et bien c'est pas celui qui devait régner qui finalement arrive au pouvoir. Et donc c'est le brave Henri, un peu taciturne, à qui on a fait épouser cette Italienne très riche et qu'on voulait expédier en Hongrie. Ben, le futur roi de France, ce sera lui, et il faudra bien s'en accommoder. Et donc pareil, entre les deux hommes, il y a une très grande incompréhension. D'ailleurs, jamais, sans doute, jamais depuis Louis XI, et ça n'est pas par hasard, il y aura un tel, comment dire, les Américains diraient spoil system, c'est-à-dire que quand François Ier meurt, Henri II chasse tout le monde de la cour, change absolument tout son entourage, dépossède un certain nombre de favoris de son papa, et ça c'est, de toute façon, tous les rois sur leur lit de mort demandent à leur fils, mon fils bien sûr, tu respecteras, tu garderas mon personnel, et les fils disent, mais oui papa bien sûr, et jamais personne ne le fait. Hein. Petit détail au passage que j'aime bien à préciser, est-ce que vous savez d'où vient le mot, le mot détester? Ça c'est un truc qu'on pratique tous très bien dans nos familles respectives, mais on a tendance à oublier l'étymologie de ce mot. Détester, l'étymologie latine, c'est détestare, c'est-à-dire je t'enlève de mon testament. Et c'est devenu synonyme de je te hais. Or, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je te hais de mon testament, c'est comme si je n'avais pas, je relie toute forme de lien avec toi. Et ça aussi, ça arrive souvent dans l'histoire. Par exemple, Catherine de Médicis, elle laisse Chenonceau à Louise de Lorraine, elle laisse beaucoup de choses à sa petite fille, à ses femmes de chambre, à la terre entière. Dans le testament de Catherine de Médicis, il n'y a rien de rien pour sa fille Margot. Elle l'a détestée, elle l'a zappé de son testament, c'est comme si elle n'existait pas.
Donc Henri II, c'est extraordinaire, il va vraiment se débarrasser de tout l'entourage de son père, il ne veut plus en entendre parler, mais parce que notamment le fameux sénéchal de Montmorency, qui avait été exilé très injustement par François Ier, il le fait revenir, il en fait son conseiller personnel, il le met dans les appartements de la duchesse d'Étampes, enfin il se venge à patresse de tout ce qu'a fait son papa, avec lui, son père supplétif, et donc ce Montmorency. Bon voilà, le François Ier, père à chouchou, et alors comme son fils, il s'en fiche un peu. Par contre, quand son fils enfin a un enfant, vous savez, Catherine de Médicis, elle a mis 10 ans à avoir des enfants, elle a failli être répudiée. Alors elle buvait de l'urine de mule, des crottes de lapin, toutes sortes de choses pour essayer d'être enceinte. Et puis elle était très humiliée parce que Henri II, son mari, a réussi à avoir un enfant avec une Italienne, donc elle pensait vraiment qu'elle était stérile. Et en fait, comme il arrive souvent dans ce genre de cas, c'était monsieur qui avait des problèmes, car Henri II souffrait d'une affection très spécifique qu'on appelle un hypospadias. Je vous renvoie au, je ne sais pas quel dictionnaire de médecine. Et finalement, ils ont quand même eu 11 enfants, donc après, parce que Catherine n'y était pour rien. Mais le premier, comment s'appelle le premier enfant de Catherine de Médicis et Henri II? Il s'appelle François, qui accouche à François Ier est tellement heureux qu'il assiste à l'accouchement de Catherine de Médicis. Qui est le parrain de ce François? C'est François Ier, qui hérite du duché de Bretagne, qui avait passé une génération à l'étage au-dessus. C'est François, évidemment. Et donc, rien n'est trop beau pour ce François, c'est-à-dire que le prince de l'âge d'or, qu'on espérait tant, et dont on pensait qu'il serait le fils aîné qui meurt en buvant son eau glacée, ça ne pouvait pas être Henri II, parce que François Ier, quand il voit Henri, se dit ce type n'est pas mon fils, on n'a pas du tout le même tempérament, et donc c'est sur son petit-fils qui reporte tous ses espoirs et toute son affection. Et donc on a vraiment là aussi un phénomène qu'on trouve dans toutes les familles, c'est-à-dire il y a le grand-père qui est gaga du petit-fils, alors qu'il est incapable de parler à la génération intermédiaire. Alors on sait tous que ce genre de choses, bien sûr on y survit très bien, parce que quiconque s'est un jour brouillé avec ses parents, c'est très bien que on peut tout à fait survivre sans se voir, on n'habite pas forcément dans les mêmes endroits, mais on chemine dans la vie avec un caillou dans son soulier et c'est fort désagréable. Et ça, c'est ce qui est arrivé entre ces deux messieurs, Henri II et son papa. Et sur son lit de mort, d'ailleurs, la dernière parole de François Ier était de lui dire, écoutez mon fils, vous m'avez été un bon fils et je m'en contente. Ah ben merci, ça fait plaisir, c'est sympa. C'est sympa. Alors, bon, des rois après, alors je prends quand même encore quelques exemples étrangers, gratiner les pires. Parce que finalement, nos rois de France, ils sont quand même plutôt potables. Il n'y en a aucun qui a le sang de son fils sur les mains. Alors qu'en effet, Yvan le Terrible, il tue son fils. Soliman le Magnifique fait étrangler son fils avec un ruban par ses sbires. Pierre le Grand, qu'on aime beaucoup, nous les Français, parce que c'est ce roi extraordinaire qui part en Hollande, travailler incognito sur des chantiers, qui arrive à Paris, qui demande à visiter la Sorbonne, la bibliothèque Mazarine, on se dit vraiment quel homme raffiné. Il a bel et bien la mort de son fils sur la conscience, on se demande si c'est même pas lui qui l'a torturé à coups de knout, son fils Alexis. Et quand son fils meurt, le lendemain, il fait graver une médaille sur laquelle il indique l'horizon s'est éclairci. Ah ben là, c'est sympa de dire ça quand on vient de perdre son fils. Bon, alors il y a aussi Philippe II d'Espagne et son fils Don Carlos. Il a quelques excuses parce que Don Carlos est complètement dingue, donc il l'enferme et le pauvre Don Carlos meurt tout seul aussi dans sa geôle. Enfin là, il était tellement bizarre que son père a quand même quelques excuses. Et alors il y a le pire, je pense que le pire, la relation père-fils la plus pathologique que j'ai trouvée au cours de mes lectures, on aurait sans doute bien d'autres, mais c'est vraiment celle qui lie, vous savez, Frédéric II. On l'aime bien, nous Français aussi, parce que c'est ce roi de Prusse qui reçoit Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, la Métrie, il parle le français parfaitement, il adorait la France, il était très francophile, donc on l'aime bien ce roi-là, parce qu'on se dit il nous aime, donc nous aussi. Bon, il avait un père, mais complètement dingue, vraiment dingue, qui battait ses enfants comme plâtre, qui non seulement les battait, mais en plus était sadique. C'est-à-dire que son propre fils, un jour, son propre fils est là, il y a toute la cour et il l'oblige à lui baiser les bottes devant la cour réunie.
mais comment est-ce qu'on peut avoir une idée de la royauté qui autorise ce genre de choses? Comment asseoir son autorité après son père, quand vous avez vu lui embrasser le bout des bottes devant tout le monde? Bon, le malheureux Frédéric, il est tout le contraire de son père. Son père, il s'est entouré d'une bande de gars, un peu comme Napoléon avec la vieille garde, c'est-à-dire des types, on les appelle les langues de Kerl. Ils mesurent tous 2 mètres de haut, et alors il n'y a qu'une chose, le roi, on l'appelle le roi sergent, il vit habillé en uniforme, d'abord parce qu'il n'aime que l'armée, mais en plus parce qu'il est radin, ça lui évite de s'acheter un autre costume, et avec les langues de Kerl, ils boivent de la bière, ils mangent de la choucroute, ils fument, ils pètent, ils rotent, évidemment, mais le pauvre Frédéric, lui, est aux antipodes de ce père-là. Lui, il aimerait faire de la philo, il aime le latin. Son père lui interdit de l'apprendre. Son père emprisonne le précepteur qui a le culot de lui apprendre des briques de latin et de lui enseigner les lettres. Frédéric II est très doué pour la musique, son père ne veut pas entendre parler. Quand son père sera mort, d'ailleurs, il composera des œuvres pour clarinette très belles. C'est un excellent musicien. Et alors, dans cet océan d'hostilité, parce qu'il est vraiment battu comme plâtre, eh bien, il a un ami qui s'appelle von Case. Et son père l'exile, parce qu'il se trouve qu'il y a quand même entre eux une relation un peu bizarre. La sœur même de Frédéric dit: mon frère a des drôles de relations avec cet homme-là, je ne peux pas en dire plus. Bon, alors exit von Case, il est exilé. Et du coup, Frédéric se trouve un ami de cœur qui a 8 ans de plus que lui, qui s'appelle von Katz, qui est un jeune officier prussien. Et il est tellement malheureux avec son père qu'ils envisagent de fuir la France et de partir en Angleterre, car le roi Georges Ier est alors son grand-père. Donc il fugue. Il fugue comme ferait aujourd'hui un ado, sauf que lui, il est fils de roi et que c'est pas facile de fuguer quand vous avez un père omnipotent qui peut vous emmener récupéré par la peau des fesses par ses soldats. Ils sont repris. Et que fait son père? Alors son père fait emprisonner le fils aîné à la citadelle de Kistring, et il va faire exécuter son ami von Kapp, dont Frédéric était très probablement amoureux. Et non seulement il le fait exécuter, il lui fait couper la tête, mais pour être bien sûr que son fils va voir son meilleur ami en train d'être exécuté, il le fait tenir par des soldats qui lui maintiennent les yeux ouverts. Et donc Frédéric assiste à la décapitation de son ami. Enfin, c'est d'un sadisme effarant. Et donc, après la mort de son père, il deviendra d'ailleurs un bon imitateur de son père. Il se met lui aussi à aimer l'armée, il va multiplier le territoire prussien par 2, donc ça sera quand même un très grand roi, Frédéric, qui ne se mariera jamais. Et même, manifestement, d'ailleurs, Voltaire le dit. Voltaire dit, bon, il préfère les hommes, clairement, il n'aura jamais d'enfant. Il est marié d'autorité, mais il voit sa femme 2 fois par an, et généralement, quand il la voit, il lui dit: madame, vous avez grossi. Ah ben, c'est sympa, merci, au revoir, à l'année prochaine. Donc il n'a pas d'enfant, Frédéric II. Et son secrétaire, alors c'est là où moi, là, bien sûr, je m'amuse, parce que je fais de la psychologie la petite semaine. Donc ses amis d'enfance, il y avait ce von Case. Ensuite, il y a eu ce von Kapp, là, qui est exécuté. Et comment croyez-vous que s'appelait son secrétaire suisse? Il a eu auprès de lui pendant 23 ans, donc il était aussi sans doute amoureux, j'imagine. Et bien il s'appelait De Kapp. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi je dis qu'un bon psy lacanien vous dirait quand même, là il y a quelque chose il y a un lièvre à soulever sur le plan sémantique, quoi. Les hommes de sa vie, c'est von Case, De Kapp, von Kapp. Moi je dis que là, Frédéric Ier, il y a quelque chose d'étrange. Enfin lui, il a vraiment, comme dirait l'autre, souffert sous Ponce Pilate. Il a eu le père le plus épouvantable de tous les pères d'Europe à l'époque. Alors ça c'est grosso modo, voilà pour les pères indignes. Alors ensuite, les mères abusives, moi, mesdames, j'aurais qu'un mot, si vous voulez. Il y en a eu des messieurs au cours de l'histoire qui aimaient tendrement leur mère. Charlemagne avec Berthaud Grandpied, Napoléon avec sa mère, qu'il appelait Madame Mère, il l'appelait la Madré, il a dit sans elle, il n'aurait rien fait, c'est une femme admirable, c'est tout sauf une femme abusive. Alors, j'ai trouvé une phrase d'ailleurs en exergue de ce chapitre qui s'appelle « En toute femme, il y a une belle-mère qui sommeille ». Je trouve ça affreux. Et comme je suis moi-même pas encore belle-mère, mais ça viendra, je vais méditer cette belle citation. Bien souvent, disons-le, les femmes qu'on appelle des mères abusives au cours de l'histoire, c'est simplement des femmes qui se sont retrouvées veuves très jeunes, qui ont été obligées de faire face et de conserver le pouvoir pour leurs enfants. Et oui, donc d'un point de vue masculin, quand on écrit l'histoire, eh bien sûr c'est des mères abusives. Mais dans mes mères abusives, moi je veux bien examiner les cas les plus classiques, c'est-à-dire naturellement Blanche de Castille,
dont Guy Breton nous dit qu'elle surgit en pleine nuit de noces chez son fiston en disant allez au boulot. Enfin, bon, tout ça c'est une vaste blague. C'était une femme remarquable, extraordinaire, Blanche de Catherine de Médicis. Alors oui, mère abusive, mère à chouchou, elle en a que pour Alexandre qui viendra Henri III dans une injustice entre ses enfants épouvantable, mais en même temps, voilà une femme qui pendant 20 ans a quand même supporté d'avoir Diane de Poitiers qui était la vraie reine, et 20 ans d'humiliation, parce que moi c'est souvent aussi ce qui me frappe, excusez-moi messieurs, mais je vois qu'il y a peut-être plus de dames que de messieurs, peut-être à peu près pareil, c'est que ce qui me frappe dans cette plongée dans les vies de famille de l'histoire de France, c'est que c'est bien souvent les femmes qui ont quand même plus de gueule et plus de tenue que les hommes et qui sont obligés d'accepter et d'avaler des couleurs. Et je ne suis pas féministe, hein, mais regardez une femme comme Louise de Savoie, j'aime bien citer son exemple. Elle arrive à la cour d'Angoulême. Le roi a deux favorites, pas le roi, c'est son mari, le duc d'Angoulême, il a deux favorites, hein, qui ont le même âge qu'elle. Il fait un gosse aux trois en même temps. Donc il faut avaler quand même. Alors elles se retrouvent tous les trois enceintes du même homme au même moment, et il meurt prématurément, le malheureux, d'un chaud et froid. Et bon, Louise de Savoie, elle est bien copine avec les deux autres, et elle en fait l'une sa dame d'honneur et l'autre sa suivante, et elle leur dit restez là. Et bien souvent, ce sont des situations de ce genre-là que je trouve assez admirables, comme je n'aurais pas le temps. Il y a des situations de famille, bon, dans les familles recomposées, il y a Victor Hugo dans ce livre. Et je vais juste vous citer, parce que ça rejoint cette idée de oh, j'avais gardé la page, et où est-ce cette idée de dignité des femmes qui avalent des trucs pas faciles. Ça c'est Zola, voilà c'est ça, je crois que j'avais gardé la page. Oui, ça va vous rappeler un exemple plus récent. Bon, alors Victor Hugo, c'est un genre je dirais de Strauss-Kahn à la puissance 10. Victor Hugo, c'est effarant. C'est vraiment un fauve, un faune, affolé. C'est un vieillard priapique épouvantable. Il a ses carnets où il note toutes ses consommations tarifées, les performances des femmes avec qui il couche, ce qu'il a fait avec elles. Il écrit en latin, en grec, en espagnol, pour que sa femme ne tombe pas dessus et qu'elle ne comprenne pas de quoi il s'agit. Mais c'est un grand malade, hein. Et quelques mois avant sa mort, il était encore en train avec une jeune fille qui avait 70 ans de moins que lui. Ouais, c'est effarant, c'est vraiment pervers pépère, hein. Alors moi j'admire beaucoup Victor Hugo, mais de ce point de vue-là, et sur le plan familial, il faut dire que ses parents, au bout de 15 jours de mariage, étaient déjà en train de se tromper, qu'il s'appelle Victor, parce que Victor était le nom de l'amant de sa mère. Alors lui, le produit d'une famille recomposée, il avait quand même de qui tenir. Bref, il a quand même vécu pendant 7 ans avec 3 femmes, puisqu'il avait sa femme Adèle Hugo, il avait Juliette Drouet, quand amoureux de sa vie, et puis il y avait Léonie Biard. Léonie Biard avec laquelle il a été pris en flagrant délit d'adultère. Alors il a été pris le pantalon sur les mollets, et alors comme lui venait d'être désigné comme pair de France, évidemment il a échappé à la prison, donc il est allé, le bourgeois de Calais, tête basse et corde au cou, écrire Les Misérables en prétendant qu'il avait quitté Paris, il était resté à Paris, mais enfin il devait quand même être un peu gêné, mais Léonie Biard, elle a fait 2 mois de prison. Et d'ailleurs qu'a fait Adèle Hugo à ce moment-là, quand Léonie Biard, son ennemie, hein, la maîtresse de son mari, est sortie de prison, elle l'a pris sous son aile pour emmerder Juliette Drouet, la vieille maîtresse. Et alors l'autre lui donnait des conseils sur la façon de s'habiller, des conseils de décoration. Et quand vous regardez, il y a une photo là extraordinaire qui est prise à Guernesey, il y a toute la famille Hugo. Et alors on voit Madame Hugo et à ses pieds Léonie Biard, la maîtresse de son mari. Et on imagine pendant ce temps-là, Juliette Drouet qui devait regarder à la lorgnette parce qu'elle habitait à 500 mètres, elle devait regarder ses dames. Et elle me disait, tu vois, t'es pas la seule, et moi je suis bien copine avec. Bon, bref, toujours est-il que je voulais juste citer cette phrase parce que la famille de Victor Hugo, indépendamment des performances et perversions sexuelles multiples de Toto, comme l'appelait Juliette Drouet, eh bien, il y a quand même de la part de Madame Hugo, alors une élégance consommée qui n'est pas sans rappeler celle qu'on a manifestée dans la famille de François Mitterrand il y a quelques années. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, voici les mots qu'adressa Adèle Hugo à ses enfants, donc qui ne sont pas contents du tout d'avoir Juliette, qui est la maîtresse de leur père, quand même, il faut l'assumer. Donc voilà ce qu'elle écrit à ses enfants. Vous agiriez, mes chers enfants, contre mon désir, si après avoir pris connaissance des papiers qui accompagneront ce mot, vous en abusiez contre Madame Drouet.
Je veux au contraire que tant qu'elle vivra, elle soit l'objet de vos égards et que vous respectiez ceux de votre père pour elle. Il est juste, dans nos larges idées, que Madame Drouet ait, dans la vie douce que votre père nous a faite, sa part de bonheur. Ça a de la gueule quand même, hein, d'écrire ça à ses enfants à propos de la maîtresse de son mari. Alors en même temps, elle écrit avec Vacry, quand elle est à Guernesey, elle écrit une biographie de son mari, Victor Hugo. Il n'y a pas une seule fois de mot de Juliette Drouet, hein, donc il ne faut quand même pas qu'on pousse l'élégance, pas quand même jusqu'au summum. Et puis ces deux femmes qui se seront rapprochées parce qu'elles ont toutes les deux perdu une fille, et donc il y aura de la douceur et une certaine compréhension qui s'installera entre elles. Donc je vous citais Louise de Savoie qui garde les deux dames à sa cour. Je vous cite Madame Hugo qui écrit ça à ses enfants. J'aurais pu aussi bien citer aussi Alexandrine Zola, parce que, alors là pareil, Démon de Midi, alors dans Démon de Midi vous avez Henri IV, 56 ans, qui tombe éperdument amoureux de Charlotte de Montmorency qui a 14 ans. On croirait Attila et Ildico, là. Lui il a 60 ans, elle en a 14, c'est pas grave. Alors donc il en est tellement amoureux que, tenez-vous bien, pour elle, il se lave. Et oui, ça c'est quand même un truc, avec Henri IV, c'est absolument inédit, fallait-il qu'il l'aime. Et le plus beau, c'est qu'elle l'aime aussi, parce qu'il est le vainqueur de Livry, c'est quand même le roi, donc elle était éperdument amoureuse de lui. Alors, calcul de Henri IV, il se dit, bon, si je veux l'avoir à domicile, elle devait épouser un jeune homme qui s'appelait Bassompierre. Et Henri IV lui dit, écoute, Bassompierre, tu ne peux pas épouser cette femme, je m'en suis toqué, j'en suis éperdument amoureux, si tu l'épouses, je te détesterai, donc épouse une autre et je te pensionnerai, je te donnerai. Bon. Et donc, il lui laisse Charlotte de Montmorency. Et du coup, Henri IV se dit, bon, ben, je vais lui faire épouser Condé, qui notoirement préfère les garçons. Et comme ça, il me laissera le champ libre. Mais Condé dit, mais attendez les gars, mais moi d'accord, moi je préfère les hommes, mais je ne veux pas être cocu par raison d'État, il n'en est pas question, donc moi je veux bien épouser la donzelle, mais pas pour qu'elle couche avec le roi. Et du coup, il fiche le camp au pays bas espagnol avec elle, je vous la fais courte comme dirait l'autre. Ce qui fait que, et ça se passe en 1609, ce qui fait que si Henri IV n'avait pas été assassiné, on était à deux doigts, il y avait déjà 40 000 hommes massés en Champagne, on était à deux doigts d'aller fondre sur les Pays-Bas espagnols pour aller récupérer Charlotte. Hein? Alors, est-ce que ça, je ne sais pas moi, si vous trouvez beaucoup d'exemples de femmes qui auraient fait ça dans l'histoire de France, moi personnellement, j'en ai pas trouvé. Mais il faut imaginer ça, Victor Hugo. Henri IV est perdu d'amour pour cette petite fille, c'est une petite fille, et qui va jusqu'à, sans l'ombre d'un remords, jusqu'à envisager d'aller la récupérer aux Pays-Bas d'Espagne. Enfin, tout ça, c'est un vaudeville, c'est ridicule, sauf qu'il s'agit d'Henri IV et du royaume de France quand même. Hein. Alors bon, Zola, c'est pareil, Zola. Il y a quand même, parce qu'à passer un certain stade, on passe sur d'autres. Il y a Victor Hugo et Zola, parce que la monarchie est abolie, donc c'en est fini pour les rois. Mais Zola, c'est une belle histoire aussi. Je parlais de la dignité des femmes. Sa femme n'a pas pu avoir d'enfant, Alexandrine. Et Zola, à 50 ans, il tombe amoureux. C'est d'une originalité, mais vous n'imaginez pas, il tombe amoureux de la petite lingère qui a 30 ans de moins que lui, et lui fait 2 enfants. Bon voilà, très original. Alors crise d'hystérie à la maison. Et comment tout ça se termine? C'est que après la mort de Zola, qui adopte les 2 enfants en question, qui n'a pas d'enfant à elle et qui se dit, mais après tout, où je peux me draper dans ma dignité et dire, Madame Zola, c'est moi, où je me dis, quelle va être ma fin de vie, mon mari est mort, et il y a cette petite Jeanne Rosereau, la lingère, qu'on a eu 2 enfants, et ben je vais les prendre sous mon aile, et je mettrai de la chaleur et de l'amour dans ma vie, et grâce à ces 2 enfants qui sont là. Et donc c'est elle qui prend les dispositions juridiques nécessaires pour que ces enfants portent le nom de Zola, qui ne portait pas. Et dans son propre testament, Alexandrine a dit que ses enfants n'oublient pas qu'ils sont Zola par moi. Et tu vois, tu les as eu tes gosses avec ta petite bonne là. En plus, il lui dédie un de ses bouquins en parlant de sa peau douce, de sa chair fraîche, etc. Enfin, c'est ça, qu'il dédicace à sa femme aussi, c'est vraiment sympa. Bon, ça c'est de la délicatesse masculine bien connue, en tout cas celle de Zola. Bon.